Merci beaucoup pour ce dessin, Bernard Werber. Vous m'avez dit que votre devise fétiche était l'amour pour épée, l'humour pour bouclier. Vous voulez que je développe? Comment? Vous voulez que je développe ou... Vous pouvez. Moi, je trouve qu'il y a de l'humour dans votre livre déjà. J'ai beaucoup ri. Je ne sais pas si c'est normal. Moi, j'écris toujours pour que les gens aient un sourire au moment où ils terminent le livre. J'ai ce souci qu'ils ne soient pas effrayés ou qu'ils ne soient pas déprimés. Mais l'humour est nécessaire surtout pour parler d'un sujet comme les morts et ce qui nous arrive après notre vie. Je considère que justement les religions nous ont écrasés en nous disant faites attention, le jugement dernier et tout. Non, c'est juste une vie qui s'achève et autre chose qui va redémarrer peut-être ou peut-être pas. Est-ce que c'est ce qui fait votre succès, l'humour, ou le fait de parler des anges, de l'au-delà? Parce que 30 millions de livres vendus dans le monde, on vous adore en Corée du Sud. Vous savez pourquoi? Ils s'intéressent à tout ce qui est nouveau. Et ils ont vraiment un état d'esprit qui est, on veut savoir là où ça bouge, là où il y a de la nouveauté. En France, je pense que mon message a plus de difficulté à passer parce qu'il y a un côté nostalgique. Un grand livre doit ressembler à des trucs anciens. Et ce que je fais étant quelque chose proche du fantastique, de la philo-fiction, vous dites. Voilà, la philosophie-fiction, c'est pas encore aussi habituel. Donc c'est un peu nouveau, donc ça met plus de temps à passer, étonnamment, dans Nul n'est prophète en son pays. Votre péché mignon, fumer des bidis, ça c'était vrai quand je vous ai eu au téléphone la semaine dernière, mais vous avez arrêté il y a 4 jours. Oui, fini le péché mignon. Après l'interview, je me suis dit, c'est vrai qu'il faut que j'arrête. Les bidis, c'est des petites cigarettes indiennes, hein, c'est ça? Oui, c'est des petites cigarettes indiennes qu'on ne trouve pas en France, qu'on trouve qu'en Suisse. Mais il n'y a pas de filtre, donc c'est de... Vous en avez plus en stock, en fait, juste? Je dois les avoir quelque part, mais j'y touche plus. Mais c'est comme du tabac gitane, c'est très fort. Et ça me fait une petite vibration, et en même temps, j'écoute de la musique très fort, et ça me fait une transe. Vous indiquez d'ailleurs à la fin du livre les musiques que vous avez écoutées pour écrire ce livre. C'est pour qu'on les écoute en le lisant? Pour créer une ambiance, oui. Il y a certaines musiques... Il y a une puissance dans la musique, c'est que ça vous fournit l'émotion tout de suite. Les mots, il faut arriver à visualiser, c'est-à-dire ça demande au lecteur de visualiser l'image. Si on vous dit il y a un coucher de soleil, il faut que vous visualisez. Mais si on fait entendre une musique de Satie ou une musique de Debussy... Ça nous met dans une ambiance. Ouais, c'est automatique, c'est plus organique. Donc j'ai envie de ce pouvoir de la musique et c'est pour ça que j'essaie d'ajouter les deux. Et puis très rapidement, vous dites que votre plus gros défaut, c'est le manque de mémoire. Vous oubliez... J'avais oublié que je vous avais dit ça déjà. Mais oui, du coup, je note tout et ça explique qu'il y a l'encyclopédie savoir relatif et absolu, qui est en fait ma documentation que je mets dans le livre pour être sûr de ne pas l'oublier. Et c'est important de le dire aux téléspectateurs, parce que si vous ont vu en dédicace et qu'ils vous revoient et que vous avez une longue discussion avec eux, aussi bien vous avez pu avoir oublié. Ah non, c'est un drame. Les gens qui arrivent et qui vous disent, vous vous rappelez, j'étais là l'année dernière. Bon, si, on avait parlé une demi-heure. Non, mais j'en ai discuté avec les autres auteurs, on a tous ce problème. Vous voyez beaucoup pas à se rappeler de tous les visages. Forcément.